Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de ressources et de besoins en énergie pour les LES. Alors j'espère que tu es bien accroché parce que c'est assez copieux. On va commencer par les formes d'énergie, puis on parlera du pétrole, de l'uranium et du lien entre la puissance et l'énergie. Donc c'est parti. Alors, quand on parle de ressources et de besoins en énergie, on va parler des ressources en énergie et donc bien sûr des différentes formes d'énergie. On connaît plusieurs formes d'énergie. Les principales formes d'énergie, en fait, elles vont être dites dans deux grandes catégories. On a d'abord les énergies qui sont renouvelables et puis après on verra celles qui ne le sont pas. Alors, une énergie qui est renouvelable, c'est pas forcément une énergie qui est écolo ou écologique. En fait, c'est une énergie dont la ressource qui est utilisée en fait se renouvelle aussi vite ou plus vite qu'elle n'est utilisée. Donc il y en a plein de ces énergies renouvelables, mais en fait la définition c'est pas forcément de dire que ça ne pollue pas, ça dit juste en fait que cette énergie elle se renouvelle au moins aussi vite qu'on la consomme en fait. Alors on trouve par exemple l'éolien qui vient du vent ou l'hydraulique qui vient du courant d'eau. Donc ça c'est un type d'énergie qu'on appelle une énergie mécanique, puisqu'en fait l'énergie en fait elle est dans le mouvement. Et ça, ben, c'est en physique de la mécanique. Donc ça, c'est l'énergie mécanique, éolien, hydraulique. Alors bien sûr, l'hydraulique, ça peut se décliner sous différentes formes. On a peut-être le faire au fond d'une rivière, un barrage. Au fond d'une rivière, c'est fluvial. Au fond, sur un barrage, ben, forcément, c'est donc un barrage hydraulique ou hydroélectrique. Mais aussi, on a, par exemple, des usines marémotrices qui utilisent le courant des marées. Alors, on a aussi d'autres types d'énergie, comme par exemple la géothermie ou le solaire thermique. Donc là, on est sur une énergie, eh comme son nom l'indique, une énergie thermique, c'est-à-dire que cette énergie-là, elle est contenue sous la forme de chaleur. Alors, le solaire thermique et la géothermie, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que là, j'ai fait un petit dessin, on a une habitation, ça peut être une usine ou n'importe quoi. Pour le géothermique, en fait, on va injecter de l'eau sous terre qui va se réchauffer, en fait, quand elle va arriver à un endroit où on a une couche de chaleur. Alors, c'est plutôt plus proche du manteau, mais de toute façon, de façon générale, plus on creuse dans la terre, plus c'est chaud, puisqu'on se rapproche du manteau terrestre. Et puis, une fois que cette eau a été réchauffée au contact donc de cette source de chaleur, qui est quasiment inépuisable, parce qu'on est quand même sur le ventre de la Terre, eh bien, cette eau va remonter plus chaude et va permettre donc du coup de chauffer notre habitation, soit par convection ou soit par conduction, ça dépend comment on s'y prend. Ça, conduction et convection, vous verrez ça si vous allez en S, parce qu'il est peut-être trop tard. Donc du coup, le solaire thermique, c'est plus ou moins la même chose en fait. On va chauffer des tuyaux qui vont être un liquide qui va être au contact donc sur des panneaux solaires, sur le toit. Et en fait, c'est des panneaux en verre avec en dessous donc des tuyaux. Et ces tuyaux remplis d'un liquide qu'on va chauffer. Et ce liquide chauffé en fait va permettre de réchauffer une eau dans un ballon d'approvisionnement en eau chaude en fait. Donc ça c'est pour l'énergie thermique. Alors ça, je vous donne ces informations-là, c'est pour votre savoir, c'est pour vos connaissances dans le cas de l'épreuve finale. Vous avez aussi donc la biomasse. Donc la biomasse, c'est tout ce qui est bois, tout ce qui est bois principalement. En fait, c'est tout ce qu'on va brûler, qu'on produit assez rapidement. Donc ça, c'est de l'énergie chimique, parce que si on brûle, c'est qu'on fait une combustion. Si on fait une combustion, c'est qu'on a de la chimie. Donc c'est de l'énergie chimique, on trouve le bois, mais tout ce qui est déchets, bref, toutes ces choses-là qui se reproduisent plus ou moins vite, mais toujours plus vite que ce qu'on peut consommer ou que ce qu'on consomme réellement. Et enfin, en dernier, on a le solaire photovoltaïque. Donc là, c'est l'énergie directement du soleil. C'est une énergie qu'on dit nucléaire, puisque ça vient du soleil, mais on peut aussi appeler ça une énergie de rayonnement. C'est assez synonyme, c'est-à-dire que c'est le rayonnement solaire qui va nous permettre d'avoir de l'énergie. Donc soit ça nous chauffe, soit ça nous permet de faire de l'électricité aussi dans certains cas. Alors dans les énergies non renouvelables, une énergie donc non renouvelable, si une énergie renouvelable c'est une ressource qui est utilisée mais qui se renouvelle aussi vite qu'elle n'est consommée, une énergie non renouvelable, c'est une ressource qui se renouvelle moins vite qu'elle n'est consommée. Alors pour ça, on trouve des énergies dont la production est très longue. Donc on a le pétrole, le charbon et le gaz, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors ça c'est très très important parce qu'en fait, ces énergies fossiles, c'est la principale source d'énergie au monde à l'heure actuelle, tout simplement. Et donc du coup, c'est géostratégique, c'est-à-dire que si on y a accès, si on en a, on est forcément mieux loti que si on n'en a pas.
tout simplement. Et donc, ces énergies fossiles, elles mettent énormément de temps à être produites, puisqu'en fait, c'est la décomposition de végétaux et d'animaux sous le sol, à plus ou moins haute pression, qui va nous donner du gaz au bout d'un certain temps, du charbon au bout d'un temps très 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 long, et du pétrole au bout d'un temps intermédiaire. Donc en fait, le charbon, c'est juste du pétrole qui a vécu beaucoup plus longtemps sous terre. Et donc ça, forcément, étant donné que ça met énormément de temps à être produit, c'est pas le peu d'animaux ou d'humains ou de végétaux qui meurent et qui sont enterrés qui vont nous permettre de créer une énergie fossile aussi vite que ce qu'on la consomme, puisqu'on en consomme énormément, pour rappel. Et enfin, les deux dernières énergies non renouvelables, c'est l'uranium et le polonium. C'est ce qu'on appelle des énergies donc fissiles, c'est-à-dire qu'on va les utiliser pour la fission. Donc voilà, je précise, fissile, ça vient de fission, c'est-à-dire qu'on va les casser, ces atomes. Et ça, c'est encore plus long à produire, puisque l'uranium et le polonium, c'est produit uniquement lors de certains événements qui n'arrivent pas tous les 2 jours. Alors, on va d'abord faire un petit aparté donc, sur le pétrole, qui est une énergie hyper importante. Alors, le pétrole, par définition, donc, c'est un mélange d'hydrocarbures. Alors, un mélange d'hydrocarbures, des hydrocarbures, ce sont des molécules avec du carbone et de l'hydrogène. Voilà. Donc tout simplement, rien de plus, rien de moins. Carbone et hydrogène sont les principaux constituants des hydrocarbures, d'où leur nom, hydro pour hydrogène et carbure pour carbone. Alors comme c'est un mélange, il va falloir qu'on sépare les différents éléments de ce mélange, les différentes molécules, suivant l'utilisation qu'on veut en faire. Donc par exemple, on va faire une distillation fractionnée, c'est-à-dire qu'on va mettre notre mélange de pétrole. On fait rentrer notre pétrole par ici dans la cuve pour la distillation fractionnée. Et puis on va chauffer. Donc là, ici, on chauffe. En dessous, ça je vous fais des flammes bleues, donc c'est qu'elles sont plus chaudes que les flammes rouges, c'est réel. Donc on chauffe notre mélange pétrolier. Et puis, suivant la hauteur où on est, on est plus ou moins chaud. Bien sûr, plus on est bas, plus on est chaud. Moins on est bas, moins on est chaud. Donc tout en haut, par exemple, à 120 degrés Celsius vont sortir tout ce qui est gaz et essence. À 180 degrés Celsius, c'est la nafta. À 260, c'est le kérosène. Donc c'est des pointillés, c'est juste que c'est un peu buggé, mais ça reste ouvert, le système. Il n'y a pas de séparation, en fait. C'est juste en fonction de la hauteur, on connaît la température. À 260, le kérosène, donc ça c'est pour les avions par exemple. À 340, c'est le gazole, donc c'est le diesel, c'est ce qui est utilisé notamment par les camions ou par les bateaux, donc c'est assez puissant. À 360, on a le fuel domestique, et à 370, le fuel industriel. Et tout le reste, on va le récupérer en dessous, c'est des résidus. Alors on va avoir dedans plein de choses qui sont plus ou moins utilisées, puisqu'on va avoir des très 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 grosses molécules, parce qu'en fait, plus la molécule est grosse, plus elle chauffe tard, ou plus elle est petite, la molécule, et plus sa température d'ébullition est faible. C'est pour ça qu'on trouve le gaz et l'essence qui sont des petites molécules. Le gaz, c'est entre 6 carbone et 8 carbone. L'essence, c'est entre 6 et 8 carbone. Et puis, par exemple, le gasoil, c'est aux alentours de 18 carbone. Donc, on a plus ou moins de carbone, donc des molécules plus ou moins grosses en fonction de la température d'ébullition. Et donc, du coup, chacun a une utilisation différente, bien sûr. Alors, fuel domestique et industriel, on s'en doute bien, puisque ça a des noms qui sont assez transparents. Mais comme je vous l'ai dit, pour kérosène, c'est pour les avions, par exemple. Le gasoil et le diesel, c'est pour les engins un peu puissants. Le gaz et l'essence, c'est pour les engins un peu moins puissants, comme la voiture qu'on utilise, par exemple. Donc ça c'est pour le pétrole, donc c'est un mélange, et donc du coup c'est quand même assez intéressant, parce qu'à partir de ce mélange, on peut créer plein d'énergies différentes, plein de sources d'énergie différentes, qui vont donc du fuel jusqu'au gaz et à l'essence. Alors, on va parler de l'autre ressource non renouvelable, c'est l'uranium. Alors l'uranium, on connaît bien en France, parce qu'on a un parc nucléaire qui est un des plus développés au monde, mais c'est un choix politique qui a été fait il y a 40-50 ans. Alors l'uranium, en fait, il se forme uniquement lors d'explosions d'étoiles. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait ça ne se formait pas tous les 2 jours, puisqu'en fait des explosions d'étoiles, ça ne se fait pas à proximité de chez nous, parce que sinon on serait rasé au même moment que ça. Mais ça se fait quand une étoile meurt. Donc notre Soleil, qui est une étoile, explosera d'ici 5 milliards d'années et formera de l'uranium à ce moment-là, qu'on ne pourra pas récupérer puisqu'on sera explosé ou soufflé lors de l'explosion. Alors l'uranium, donc, ça se forme lors de l'explosion d'étoiles, et il est sous forme sur la Terre de 3 isotopes. 3 isotopes qui sont tous radioactifs,
mais donc plus ou moins stable. Donc on trouve l'uranium 234, l'uranium 235 et l'uranium 238. Alors dans tous les cas, c'est du 92. Hein. Alors si vous vous souvenez de ce que vous avez vu en seconde, ces deux nombres-là, c'est en bas, c'est le nombre de protons, et en haut, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre qu'on appelle aussi le nombre A. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est la masse, tout simplement. Donc, un noyau d'uranium, c'est 235 grammes si on en a une mole. Donc, si on en a une grande quantité. Mais c'est donc des gros noyaux. Et malheureusement, donc, sur ces trois isotopes-là, la grosse majorité, ici, donc 99,7%, c'est de l'uranium 238. Mais malheureusement, l'uranium qui nous intéresse pour la fission, c'est celui-ci. Donc c'est l'uranium 235, qui est, comme on peut le voir, loin d'être majoritaire hein, par rapport à l'uranium 238. Donc ce qu'on arrive à faire, c'est enlever quelques neutrons de l'uranium 238 pour récupérer du 235. Mais ça montre bien qu'en fait, la fission, on l'a fait sur une toute petite portion. Hein, c'est à peu près 0,2%. Donc c'est pas énorme. Et donc voilà pour l'uranium. Donc on a fait le pétrole, on a fait l'uranium, et on va attaquer une dernière partie. Alors, et la dernière partie, on va parler de puissance et d'énergie, puisqu'on a parlé de ressources et de besoins, mais tout ce qui est besoin en énergie, ça vient de la puissance des appareils. Donc la consommation que vous pouvez avoir sur votre facture électrique, quand vous y aurez accès, ou quand vous aurez une facture électrique à payer, elle est donnée en kilowattheure. Alors un kilowattheure, c'est une unité d'énergie. Alors l'énergie, on va la noter E, hein, c'est beaucoup plus simple. C'est une unité d'énergie, et cette unité d'énergie, en fait, c'est le kilowattheure. C'est-à-dire qu'on a des kilowatts sur un certain temps en heure. Alors les appareils, eux, ils ont une puissance nominale en watts. Donc la puissance, on la note P. La puissance nominale, en fait, c'est le besoin, le besoin pour que ça fonctionne bien. Voilà. C'est le besoin d'énergie, pas d'énergie d'ailleurs, c'est le besoin en électricité dont a besoin l'appareil pour fonctionner correctement. Alors cette puissance nominale et cette énergie, en fait, elles sont liées par une relation mathématique hyper simple. CE est égal à P fois T. Donc l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Donc dans notre cas, le temps, ça sera en heures, la puissance, ça sera en watts, et l'énergie, ça sera en wattheures. Alors, si on l'a en kilowatts pour la puissance, on aura des kilowattheures. Si on a des mégawatts, on aura des mégawattheures, tout simplement. Donc ça, c'est pour avoir l'énergie. Cette relation-là, elle peut vous être demandée d'être appliquée, soit directement, on vous donne la puissance et le temps, et on vous demande de calculer l'énergie, soit indirectement, où on peut vous donner, alors je vous donne la relation, hein, on peut vous donner l'énergie et le temps, et vous demander la puissance, par exemple. Donc la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Ou alors, on peut vous demander le temps, et donc le temps, c'est l'énergie divisée par la puissance, tout simplement. Oh, c'est pas très compliqué, c'est des maths. Alors, quelques petits exemples quand même pour vous donner ce que c'est la puissance. Donc, je vous ai mis un petit dessin, des petits dessins. Donc, par exemple, ici, c'est un téléphone portable, c'est 10 watts à peu près, la puissance nominale. Un téléviseur, c'est 100 watts, ce qui commence à faire. Un four, c'est 1000 watts, soit 1 kilowatt, tout simplement. Et enfin, donc, un train, un TGV particulièrement, c'est 1 mégawatt. Donc là, c'est quand même assez énorme, puisqu'un mégawatt, c'est 1 million de watts. Donc, voilà ce qu'on peut avoir comme différentes puissances. Donc, sachant que tous ces appareils-là, vous les connaissez. Bon, le TGV, vous n'en avez pas à la maison, mais vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc voilà pour cette première vidéo sur l'énergie, qui est une partie donc, du programme de LES. On se retrouve sur une autre vidéo pour parler d'énergie et d'environnement.